On a dessiné qu'est-ce qu'on avait préféré pendant faire les vacances. Ça va, c'est bien passé. Il y avait une nouvelle méthode sur les écouteurs Bluetooth. Il y avait une nouvelle méthode, ils mettaient un bruit, c'est-à-dire c'était le silence. On a un peu visité le COSI et voilà. Ouais, ça va, c'était cool. On fait les trucs du début, coller les choses dans l'agenda et tout et tout. Et si certains enfants étaient impatients de retrouver leurs copains et leur salle de classe, du côté des parents aussi, cette journée avait une saveur particulière. Ah non, ils étaient super contents de revenir à l'école, de voir les copains, de découvrir la maîtresse, la classe. Ils étaient plutôt fiers. Je pense que c'était plutôt les parents qui étaient un peu stressés. Mais voilà, là, je pense que toutes les conditions étaient réunies pour que les enfants soient bien. Donc, je pense que ça va être cool. Ouais, il était motivé de commencer dans une nouvelle école, dans l'école des grands. Cagnon, on a la chance, il y a une bonne organisation de parascolaire, donc ils avaient déjà fait pas une pré-rentrée, mais déjà des activités pendant la fin des vacances, ça les préparait déjà. Ça redonnait le rythme un peu. En plus, depuis, il a retrouvé ses copains de classe, sa maîtresse, donc il était ravi d'y retourner. Ravi. Alors, en tant qu'enseignante moi-même, c'est un peu différent, mais c'est vrai que retrouver un rythme, en fait, des horaires normaux, avec un coucher à des heures normales, c'était bien aussi. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver sur le plateau de Fais voir ta région. Et oui, c'est la rentrée et les élèves, les enseignants et les parents retrouvent un rythme normal, préféré ou pas, et retournent surtout sur les bancs de l'école. Cette année, le canton de Vaud a décidé de faire de l'un de ses enjeux l'intelligence artificielle. Comment est-elle intégrée aujourd'hui dans les cursus d'apprentissage? On va en parler avec l'école Moser. Et pourquoi ce choix? Parce que dès aujourd'hui, elle lance, depuis la rentrée, une plateforme d'apprentissage en ligne créée absolument par ses soins. Alors oui, l'intelligence artificielle est intégrée à son cursus d'apprentissage, mais avec une forme de contrôle, un contrôle particulier et qui tient à cœur au directeur de l'école. J'ai le plaisir de le recevoir aujourd'hui sur le plateau à la Moser, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, je suis heureuse de vous recevoir à la Moser. Prenez place, je suis ravie de vous recevoir ici. Une rentrée pour vous du côté de l'école Moser. Comment ça s'est passé? C'est en 2 temps chez vous, hein? En 2 temps, effectivement. D'abord, on accueille les enseignants, on fait une pré-rentrée, on les met au courant des nouveautés, on les accompagne. On a quelques nouveaux enseignants puisqu'on ouvre un nouveau campus à Grand, justement, suite à l'ouverture du premier. Pour les plus petits, donc c'est une nouvelle rentrée, une nouvelle équipe aussi d'enseignants, donc c'est très enthousiasmant et ça se passe très très bien, je suis très heureux. Un campus qu'on aura d'ailleurs l'occasion de découvrir en images tout à l'heure avec Shams, qui est venu à quelques jours de l'ouverture et de cette rentrée. Mais l'intelligence artificielle, je le disais, on va en parler puisque ça fait partie des nouveautés. Et vous lancez cette plateforme digitale en ligne, qu'est-ce que c'est exactement? Alors c'est vrai que l'intelligence artificielle redéfinit aujourd'hui dans les classes un peu la relation enseignant-élève. Dans les familles, ça pose aussi des questions sur la place de l'apprentissage. Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est pas un bien? Donc, pour vous, c'est un mal, hein. Disons-le clairement. C'est vrai que vous le disiez il y a 2 ans déjà, l'intelligence artificielle, c'est un oreiller de paresse. Donc aujourd'hui, c'est un choix que vous faites à contre-cœur. Alors, un peu, de nouveau, ça dépend un peu à qui on s'adresse et à quelle classe d'âge on s'adresse. Je pense que l'école est le lieu où il faut apprendre, réfléchir, poser des hypothèses. Donc, on a fait un choix assez simple, et j'aime bien les choses simples. On l'interdit jusqu'à l'âge de 15 ans dans les activités scolaires à proprement parler, parce que l'école est le lieu pour apprendre, poser des hypothèses, faire marcher sa cervelle, et pas justement l'intelligence artificielle. Et puis, à partir de l'école post-obligatoire, on va dire, tout ce qui touche le gymnase, là, on commence à introduire une réflexion sur l'utilisation. Tous les élèves vont l'utiliser. Donc, comment les accompagner? On a fait le choix de développer notre IA interne qui donne accès aux élèves à des données que les enseignants ont sélectionnées pour eux. Elle est domiciliée en Suisse, elle est protégée.
C'est intéressant cette manière de faire. Elle contrebalance avec ce qui se fait aujourd'hui un peu partout. C'est-à-dire que vous prenez le contrôle, vous gérez vous-même votre propre plateforme. Ça veut dire que selon vous, le canton de Vaud va peut-être trop vite ou met en danger ses élèves, si je le dis de manière provocatrice? Mettre en danger, je ne sais pas. Maintenant, oui, je pense que c'est assez flou et chaque canton déjà dans ce pays a sa propre approche. Les consignes ne sont pas claires sur quel type d'IA utiliser. On sait que nos données partent aux États-Unis, en Chine ou ailleurs. La formation des enseignants est pour l'instant assez lacunaire sur ces domaines-là. Donc nous, on a engagé quelqu'un de responsable de ce domaine dans la formation des enseignants dans nos différents campus. Et je vois de l'intérêt, mais aussi beaucoup de craintes. Et vraiment, ça doit être quelque chose qui amplifie, qui aide à faire mieux. Mais j'interdis à mes enseignants, par exemple, de l'utiliser pour créer des exercices. Ils les créent, ils peuvent amplifier leur création, gagner du temps, bien entendu. Mais je dis souvent aux parents, l'école, ce n'est pas le lieu pour les enfants de gagner du temps, d'aller plus vite, de résoudre très vite des problèmes. Donc, on prend le temps et on utilise l'IA de la manière la plus intelligente, cette fois, de notre point de vue, que possible. Ouais, est-ce que vous arriverez vraiment à contrôler? Parce que j'ai la sensation qu'aujourd'hui, vous voulez vraiment contrôler les choses, apporter un sentiment de sécurité. Mais finalement, aujourd'hui, les élèves à la maison, ils font ce qu'ils veulent. Absolument. Mais je dis souvent, vous voyez, les parents qui nous confient leurs enfants, c'est interdit de fumer à l'école, c'est interdit d'utiliser son téléphone portable puisqu'ils sont équipés. Au moins, les parents savent que pendant la durée du temps de leurs enfants dans un établissement scolaire qu'ils ont choisi, on les protégera d'une utilisation qui n'est pas forcément celle qui est la plus adéquate. Aujourd'hui, mais ça crée des formes de disparité, non, Monsieur Moser? Pardonnez-moi de vous poser la question, parce que finalement, à l'extérieur, tout le monde l'utilise. Vous voulez contrôler les choses, mais elle est là. Donc, est-ce que ça ne crée pas une disparité entre les élèves qui l'utilisent, d'autres qui l'utilisent selon votre façon, et qui ne sauront pas justement comment eux, peut-être l'apprivoiser? C'est un très bon point, et c'est ce que les parents nous font aussi remonter. C'est-à-dire, vous êtes bien gentil à l'école, vous interdisez ou vous balisez un peu l'utilisation, mais à la maison, de toute façon, ils l'utilisent. Ce qui pose la question de fond, parce que dans quel contexte les enfants l'utilisent, à part comme proxy d'un psychologue, parce qu'il pose plein de questions, comment je dois gérer cette situation avec mes copines et tout, donc ça, nous, on ne peut pas intervenir. Par contre, ça pose la question que, à mon sens, aucune école ne s'est encore réellement posée, à part nous, la place des devoirs à la maison. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on demande aux élèves à faire à la maison ? Puisque de toute façon, là, on n'a aucun contrôle. Si vous donnez un exercice de maths, il le photographie, il le fait faire par l'IA, et puis il dit « j'ai fait mon exercice de maths ». Donc, ça pose la question des attentes de l'école en dehors de l'école. Après, à titre privé, comme on l'utilise, les parents sont là pour réguler, bien entendu. Mais nous, on doit repenser les devoirs à domicile complètement. Et vous vous êtes posé la question notamment sur l'âge. Vous dites à partir d'un certain âge, on autorise. Pourquoi cette limite à cet âge-là? Qu'est-ce qui a fait, au fait, finalement, ce choix? Ce choix, l'idée, c'est de dire... L'école, jusqu'à un certain moment, est là pour accompagner les enfants dans leurs apprentissages et transmettre des connaissances. Puisque l'IA, c'est un QI de 250 et que la majorité des Suisses sont plutôt à 100, 110, il est clair que de toute façon, ça ira plus vite. De toute façon, les réponses seront plus intelligentes que celles qu'on procurera. Donc, si on laisse l'IA prendre la place de l'être humain ou de l'élève, on fausse complètement l'apprentissage. Donc, on dit, laissez-la de côté. Quand vous savez des choses, checkez-les avec l'IA, amplifiez vos savoirs, et à partir de là, vous avez un regard qui est plus pertinent. Je sais lire, je sais écrire. Quand l'IA écrit un texte, je peux le corriger, je peux le reprendre. Si je ne sais pas lire, pas écrire, je dicte, il écrit à ma place. Est-ce qu'on progresse en écriture et en lecture? Je ne pense pas. Donc, déléguer l'intelligence à une IA, c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre, et on essaye à l'école Moser, justement, de laisser l'intelligence où elle doit être, c'est-à-dire dans la tête des enfants qui nous sont confiés. Et en tout cas, de forme contrôlée, on l'aura compris aujourd'hui. Alain Moser, directeur de l'école, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et vous allez rester peut-être dans les parages, je ne sais pas, mais on va suivre en images la visite de l'école il y a quelques jours, justement, de l'ouverture en compagnie de Shams. Bonjour, Anne-Marie Maranda. Enchantée, merci, bienvenue à l'école Moser. On est à quelques jours de la rentrée, les élèves sont encore en vacances, mais ici c'est un peu l'effervescence à quelques jours de la rentrée. Comment ça va pour vous? C'est les grands préparatifs, surtout que cette année on ouvre un nouveau bâtiment. Les élèves de primaire étaient derrière nous, c'est ça? Il y avait les petits qui étaient au premier étage. Là nous avons un nouveau bâtiment qui leur est dédié, donc on va aller le visiter. Pour vous, la rentrée scolaire, c'est synonyme de quoi? Alors, de stress quand même, parce que il faut que tout soit prêt, mais c'est aussi un grand bonheur chaque fois parce qu'on recommence avec
avec des nouveaux élèves et l'école reprend vie. On s'y habitue un jour? Écoutez, vu mon âge, je peux vous dire que non. En fait, chaque année, c'est chaque fois un nouveau défi. On est où là? Je vois derrière nous, on a des Ici, crânes. l'école Moser a plusieurs laboratoires. Celui-ci est de biologie. Les élèves du primaire peuvent venir y travailler. Donc, ce sont les élèves des 8 ans qui peuvent venir faire des expériences ici. Et bien sûr que c'est des espaces qui sont dédiés normalement pour les plus grands. Dans un établissement privé, la mixité sociale est moins présente. Et là, vous êtes éloigné du centre-ville, des rencontres, des commerçants. Quel est votre regard sur cette distance? Alors, en fait, nous avons une certaine forme de proximité parce qu'en fait, l'école a des partenariats avec différentes personnes. On a par exemple des maraîchers qui s'occupent de nous amener des fruits. On a nos élèves qui vont dans un EMS, voir des personnes âgées. On fait venir des auteurs, on fait venir des illustrateurs. L'école fait partie de la vie locale de Nyon depuis des années. Du coup, vous êtes un établissement privé, je le rappelle. Est-ce que vous recevez des directives cantonales, des objectifs à atteindre chaque année? En fait, toutes les écoles de Suisse romande suivent le plan d'études roman. Mais c'est vrai qu'à l'école Moser, comme on a une pédagogie vraiment où il y a des langues en plus, on le dépasse. Vous avez déjà reçu les nouvelles directives de cette année pour la rentrée? En fait, les directives, elles sont... Le plan d'études ne change pas chaque année du tout. Non, mais il y a des objectifs du canton de Vaud. En fait, on a vraiment notre plan d'études qui est particulier et on ne suit pas les directives cantonales à la lettre. Vous êtes la vice-doyenne des lieux? Exactement. On parlait il y a quelques minutes des objectifs à atteindre chaque année. L'an dernier, on parlait de la gestion des objets connectés, instaurer un meilleur climat scolaire, lutter contre le racisme. Ça, c'est des choses que vous mettez en place ici aussi. De quelle manière? Alors, nous travaillons à travers de projets transdisciplinaires où on va travailler ces compétences transversales sociales, émotionnelles, réflexives, de communication, de créativité. Donc, à travers ces compétences-là, on peut aborder des thèmes comme ceux que vous venez de mentionner. C'est un mélange de la discipline positive avec les kimochi. C'est quoi? Une méthodologie japonaise. Chaque peluche représente une personnalité. Les élèves vont pouvoir s'identifier aux différentes peluches dépendant de comment ils se sentent. Ensuite, on a différents petits coussins qui représentent différentes émotions. Comment s'organise une journée pour les élèves? Quand ils arrivent, avant de commencer les cours, ils peuvent se mettre dans ces espaces-là. Les enfants qui restent aussi après l'école, c'est l'endroit où ils peuvent prendre leur goûter. Là, on a la partie repas. Donc ici, c'est une classe de première primaire, donc les plus jeunes de l'école. Il y a un coin de construction, un coin bibliothèque, un coin d'écoute, un coin d'écriture pour pouvoir travailler en atelier et que les enfants puissent faire différentes rotations le long de la journée. Les élèves de 1P, quand ils commencent leur journée, c'est en français. Et ils ont les après-midi qui sont en langue étrangère. La particularité de cette classe, c'est que c'est une classe flexible. Certains enfants s'assoient sur les ballons et rebondissent en travaillant. D'autres utilisent des pédalos, donc ils pédalent pendant qu'ils travaillent. Il y a aussi des chaises méditatives, donc plutôt pour un travail calme. Sur les pieds des chaises, on a aussi des bandes élastiques. Chacun choisit ce qu'il préfère. Vous préférez quoi? Exactement. Alors, moi, je suis plutôt chaise méditative, je crois. Moi, boule. Donc là, on est sur la cour de récréation sur le toit. Vous avez été également enseignante dans le public auparavant? Alors, j'ai jamais enseigné dans le public, plutôt dans le privé. Alors oui, j'ai travaillé à l'école publique. Et vous remarquez quelle différence entre public, privé? Pour la rentrée, je pense que c'est assez similaire les défis pour les enseignants. Nous avons effectivement nos spécificités, nos ambitions, qui font que peut-être pour nos professeurs, il y a une couche supplémentaire. Dans la mesure où c'est un établissement privé, il y a quand même cette relation commerciale qui flotte dans la relation que vous pouvez avoir avec les parents. Je ne parlerai pas trop de relations commerciales, c'est plutôt l'idée d'apporter un accompagnement personnalisé, de pouvoir écouter les différentes opinions et idées des parents, mais aussi en donnant notre perspective depuis un point de vue professionnel de l'éducation. On a un accompagnement qui est beaucoup plus proche. Enfin, les parents sont des interlocuteurs, ils ont des contacts directs avec les maîtresses. C'est des clients, ça c'est sûr, mais ça reste des parents et on travaille tous autour de ce projet éducatif d'amener un enfant à grandir. Et là, on est arrivé au bout de la cour de récréation sur le toit avec un avion qui est posé ici. Et le bâtiment dans lequel nous avions commencé l'interview se trouve juste derrière nous, la boucle est bouclée. On a fait tout le tour. Exactement, vous avez fait le tour. Donc là-bas, le bâtiment principal est ici. Et ici, l'annexe pour les petits. Merci beaucoup pour cette visite, Anne-Marie Maranda. De rien. Bon préparatif pour la rentrée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
De retour sur le plateau pour ouvrir à présent une page sport et culture en compagnie de Shams et Samir et de nos invités. On va commencer avec du sport et notamment retour sur le triathlon de Nyon. Une nouvelle fois, le triathlon a frappé un record de chiffres avec 4002 participants. L'édition 2026 est donc de nouveau un succès, mais ce succès, à quoi est-ce qu'il se doit, Samir? Comment on explique ce succès toujours grandissant du triathlon de Nyon? Alors oui, un succès, hein, tu l'as dit, près de 4000 participants. J'imagine que c'est un sport qui a une popularité croissante ces dernières années. C'est un sport qui combine 3 disciplines. Les sportifs d'endurance commencent souvent avec du cyclisme, avec de la course à pied. Et ensuite, pour un peu diversifier leur entraînement, il arrive souvent qu'on commence à se mettre à effectuer d'autres disciplines, de la nage par exemple. Et le point où convergent tous les sportifs d'endurance, j'imagine que c'est bien le triathlon. Ensuite, c'est un sport qui permet vraiment de se dépasser. Il y a vraiment cette dimension du dépassement de soi qui est très à la mode dans les sports individuels. Et pour terminer, le triathlon, il faut le dire, propose différents formats de course allant des distances découvertes qui sont parfaites pour les débutants jusqu'aux distances olympiques pour les plus initiés. Là, je suis en compagnie donc, de Yannick Grivel, président. Le président du triathlon de Nyon, qu'on ne présente plus. On est ravis de vous recevoir, Monsieur Grivel. Merci beaucoup. Remis de toutes ces émotions? Mais oui, toujours les étoiles aux yeux, on va dire, de superbes souvenirs de cette incroyable édition. Alors Yannick Grivel, comment est-ce qu'on explique un tel engouement pour le triathlon? Vous qui êtes vraiment au cœur de cette organisation depuis plusieurs années, vous avez vu cette augmentation du nombre de pratiquants de ce sport. Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors le résumé a été bien fait au début. Je pense que c'est un sport qui est en grande progression depuis plusieurs années de manière générale. On a rajouté aussi des formats depuis une dizaine d'années découvertes pour vraiment tout le monde puisse se pratiquer. On a rajouté des possibilités d'accueil d'athlètes à besoins spécifiques aussi pour que vraiment tout le monde puisse participer. Donc c'est un sport qui est clos vraiment dans tous les triathlons de la région, même de manière générale, et puis qui est un succès grandissant aussi pour le triathlon de Nyon particulièrement, parce que les gens aiment bien les spécificités de nos parcours et puis l'organisation de manière. Alors un succès, hein, c'est l'heure de faire le bilan de cette édition record. On parle chaque année d'édition record depuis 2-3 ans. 4000 participants, 3800 participants dits dans des courses populaires, donc de gens qui ne sont pas des athlètes de haut niveau. Et nous avons 200 athlètes de haut niveau qui ont participé au championnat du monde universitaire. Expliquez-nous concrètement, en termes d'organisation, qu'est-ce que ça change d'accueillir les championnats du monde universitaire que vous accueillez chaque 10 ans? C'était la 2e édition cette année. Alors c'était un grand honneur au final pour nous d'avoir ce challenge supplémentaire. Clairement, ça change plein de choses. En gros, les athlètes du championnat du monde universitaire, environ 200 personnes de 32 pays et des 5 continents, on doit les prendre en charge dès leur arrivée à l'aéroport de Genève. Donc tout ce qui est déplacement, tout ce qui est logement, l'organisation d'une cérémonie d'ouverture, d'une soirée de clôture, et puis évidemment des courses spécifiques qui étaient sur une zone de transition spécifique avec des formats particuliers qui ont rajouté un beau challenge avec une volonté pour nous qui a toujours été de ne pas supprimer de courses populaires, d'intégrer tout ça au milieu des journées pour créer une grande fête du sport de manière générale. Ça a été difficile de concilier entre courses de haut niveau, championnat du monde universitaire et les différentes courses populaires? Ça a amené passablement de challenge en termes d'organisation, mais ça n'a pas été difficile. Ça nous a permis d'accueillir toutes nos catégories usuelles, même avec plus de monde que les autres années sur différentes catégories. Et puis d'avoir du monde qui était là pour encourager des jeunes, des moins jeunes, des sportifs, des moins sportifs, qu'on peut aussi voir les futurs médaillés olympiques probablement dans quelques années. Et donc on peut le dire, hein, c'est 12 à 13 000 personnes qui se sont rendues au centre sportif de Colevray pour assister aux différentes courses lors de ce week-end. C'est aussi un budget qui a augmenté. On est à près de 800 000 francs de charges pour organiser ces 2 jours de compétition. À quoi faut-il penser en priorité quand on organise des championnats du monde universitaire? À plein de choses. C'est vrai qu'on a plein de relations différentes avec d'autres fédérations, que ce soit la FISU qui chapeaute ces championnats du monde, Swiss University Sports qui chapeaute le sport universitaire en Suisse, en dehors des partenaires usuels que sont les communes, nos sponsors et Suisse Triathlon évidemment avec qui on traite. Avoir une vue d'ensemble, une vue globale des incidences d'un élément sur l'autre pour garder quelque chose de qualitatif, de positif, de superbe au final en termes d'émotion pour les participants et puis qui vivent un super moment pendant ce week-end. Donc 800 000 francs de budget, est-ce que vous êtes rentré dans vos frais?
On est en train d'avoir toutes les factures. Alors, c'est très dur à dire. Il y a passablement d'inconnus par rapport aux éléments du championnat du monde, principalement. On a des soutiens derrière qui nous permettent d'équilibrer et quelques réserves qui nous permettent de ne pas avoir de soucis par rapport à ça et de pouvoir équilibrer si besoin sur le long terme. Notre particularité, comme j'aime à le dire, est qu'on est une organisation 100% bénévole, ce qui fait que de toute façon, 100% de l'inscription qui est mise par les participants va dans l'organisation de l'événement. Et puis, c'est notre plus grande force, à mon sens. On va mettre en avant une athlète en particulier. Samir, en ta compagnie, tu as choisi de suivre Amélie Gorka. Pourquoi ? Amélie Gorka, déjà, il faut le dire, elle a remporté le titre d'athlète sportive de la région aux mérites sportifs régionaux en début d'année. C'était en mars 2026. Elle participe pour la première fois à 20 ans au championnat du monde universitaire. Nous étions sur place pour la suivre. On vous fait vivre la course d'Amélie Gorka au triathlon de Lyon. À 20 ans, Amélie Gorka boucle ses premiers championnats du monde universitaire à la 36e place. La triathlète de Givrin termine les 750 mètres de natation, 21 km de vélo et 5 km de course à pied en 1 heure, 6 minutes et 45 secondes. Pour sa première saison chez les élites, la Vaudoise venait avant tout se mesurer à ce qui se fait de mieux dans sa catégorie. J'ai fait une bonne natation, c'était dur. Natation, ça reste mon point fort en règle générale. Ensuite, le vélo, j'ai essayé de bien me positionner au début du vélo. Forcément, une grosse montée après, ça a poussé beaucoup et c'est là où j'ai un gap par rapport à l'élite. Donc voilà, il manque un peu de travail, un peu d'expérience aussi. Et voilà, je me réjouis juste de la suite. Ces dernières années, la Vaudoise a rapidement gravi les échelons dans les catégories juniors. Une progression récompensée en mars dernier, lorsqu'elle a été élue sportive de l'année aux mérites sportifs régionaux. J'aimerais faire mieux, mais c'est dur d'être patiente, on va dire. Pour une première année élite, c'est plutôt bien. Et pour vivre cette première expérience mondiale universitaire, difficile d'imaginer cadre plus familier. Habitante de Givrin, Amélie Gorka connaît bien Colevray et pouvait surtout compter sur de nombreux proches au bord du parcours. C'était incroyable de courir à la maison, hein. Franchement ça fait trop plaisir. J'ai pas l'habitude d'avoir autant d'encouragement en français ici, parce que c'est vrai que je cours plutôt à l'étranger. Donc oui, c'était particulier, ça m'a beaucoup aidé et j'en garde juste un énorme plaisir et une motivation en plus pour la suite. La course féminine a été remportée par Dominika Pechleg en 1 heure, 1 minute et 57 secondes. 10 ans après une première édition à Nyon, les championnats du monde universitaire étaient de retour à Colevray ce week-end. Pour Amélie Gorka, cette course n'est qu'une étape dans une saison qui doit encore lui permettre de prendre de l'expérience au plus haut niveau. Je vais aller en Irlande faire une Coupe d'Europe élite. Ensuite, j'aurai les championnats de Suisse du côté d'Yverdon. Ensuite, je vais courir en Espagne et peut-être en Turquie aussi en Coupe d'Europe. Donc voilà, mon objectif, ce serait d'aller chercher un top 20 en Coupe d'Europe élite. À 20 ans, la Givrinoise regarde déjà au-delà des prochaines compétitions, avec une ambition qui donne désormais une direction à toutes ces années de travail. Mon rêve, c'est forcément les Jeux. Maintenant, c'est devenu un objectif. Je vois aussi toutes les étapes qu'il faut franchir pour y arriver. Ça fait rêver. Je l'ai dans un coin de la tête 2032. Après, il faut rester lucide et il faut toujours garder du plaisir à l'entraînement et c'est ce que j'ai. Donc en fait, j'adore juste ce que je fais. Son week-end nyonnais se termine ici. Son histoire au plus haut niveau, elle, ne fait peut-être que commencer. Yannick Grivel, en 2025, on parlait d'édition record. En 2026, le nombre d'inscriptions record a déjà été battu avant même le début du week-end. Jusqu'à où voulez-vous que ce triathlon grandisse ? Alors, on est vraiment à une limite. C'était une année particulière avec les courses championnats du monde, une zone de transition différente qui a permis d'avoir ce nombre de 4000 participants dépassés. Ce n'est pas quelque chose qu'on va revoir dans un futur proche. On n'a jamais eu de but. Ça fait toujours plaisir, évidemment, de battre notre record. Mais notre but reste de garantir un confort sur les différentes courses pour les athlètes et puis évidemment des conditions sécuritaires. Donc, on n'a pas de recherche d'augmenter année après année. Retour à la normale en 2027 alors ? Retour avec une édition normale, avec toujours des courses pour tout le monde et une belle édition à venir. Une belle édition à venir, nous dit le président Yannick Grivel. Le rendez-vous est pris. Prenez déjà note des dates. Rendez-vous les 7 et 8 août prochains. On passe à la page suivante et on parle de culture avec les variations musicales de Tannay et avec Shams, 2 invités. Klaus Essig, le président des variations musicales de Tannay, accompagné de Teddy Papavrami, responsable artistique de cette édition. Les variations musicales de Tannay qui s'ouvrent cette année pour leur édition 2026 du 21 au 30 août. Un festival qui fait venir les grands noms de la musique classique, mais pas que. Shams, il y a des nouveautés cette année.
Oui, les variations musicales de Tané met en valeur la musique classique dans notre région depuis plus de 10 ans et ils accueillent chaque année des concerts sous tente dans le parc du château. Donc c'est un cadre magnifique et il y a des prodiges, des virtuoses qui se rencontrent et qui partagent la scène, mais pas que. Vous cédez aussi la scène aux jeunes, aux élèves ici des hautes écoles de musique de Lausanne et de Genève, où vous enseignez d'ailleurs, Teddy Papavrami. En ce qui concerne les nouveautés cette année, il y a des masterclass qui sont proposées, notamment une avec un violoncelliste et un violoniste. Pourquoi est-ce que vous avez voulu vous tourner vers la transmission, apporter cette dimension à votre festival cette année? Parce que c'est la réalité première du métier de musicien, en fait, et je pense que le public a tout à gagner à en prendre conscience. Il comprendra mieux ce que les artistes font sur scène, il entendra mieux. Et en plus, c'est passionnant parce que c'est ce cheminement-là qui est vraiment extraordinaire. Sinon, bien sûr, c'est beau d'attendre un concert, un artiste tombé du ciel comme ça, qui est très connu, que tout le monde dit être formidable, on l'écoute, bon, voilà. Mais enfin, c'est quand même mieux de comprendre un peu ce qu'il y a derrière, comment il en est arrivé là. Et dans les métiers de la musique, ça commence très très tôt, en fait. Quelqu'un de 16 ans est loin d'être un jeune, en fait. Il a déjà 10 années d'expérience et d'échecs et de réussites. C'est un peu comme le sport, justement, en fait. Voilà. C'est vrai, il y a toujours un rapport entre l'art et le sport. Oui. Justement, avec cet aspect de transmission, vous apportez plus de proximité, de lien avec les invités que vous recevez sur scène et dans le public. Est-ce que le festival que vous organisez s'adresse plus aux personnes issues du monde de la musique ou du chant et du lyrisme qu'à monsieur et madame tout le monde, finalement? Klaus? Je vois que vous voulez répondre. Oui, mais en fait, un festival, c'est quoi? Le terme nous est venu il y a 200 ans d'Angleterre, à peu près, pour désigner une fête musicale qui doit être joyeuse. Alors, ça veut dire qu'elle doit être assez englobante aussi, s'adresser à tout le monde. On a 7 concerts. Teddy pourra en parler encore de 3 choses. 7 concerts qui... c'est très large. D'abord, on a 400 ans de musique occidentale, hein. 400 ans de musique qui sont condensés en quelques jours pour apprendre par rapport aux musiciens. On a des voyages dans l'espace parce que le premier concert, ce sera très slave, mais quelques jours après, on sera en Argentine avec le tango Piazzolla et sa version classique du tango. Donc, il y a l'espace, le temps, un condensé en fait d'une effervescence de création. Et puis, en plus, on ne s'arrête pas seulement aux concerts, si je puis dire, très académiques ou sérieux. Non, il y a des concerts très, très joyeux. Je pense au concert de clôture, hein, qui introduit les thèmes des oiseaux avec des imitateurs d'oiseaux, peut-être pour aussi expliquer quelque chose, comment ça se passe. Et puis, on a élargi. Alors, les masterclass, oui, mais c'est aussi un plaisir. Parce qu'en fait, ces jeunes qui sont en masterclass, ils préparent, ils jouent quelque chose, ils font un mini-concert. Et après, c'est le grand maître qui leur montre ou dit comment on pourrait faire mieux. Oui, c'est à la croisée entre le concert et la masterclass. Et en plus, on a introduit, nouveauté, on a introduit 3 séances de cinéma en collaboration avec l'association de cinéma qui anime Tané. Eh bien, justement, c'est la deuxième nouveauté cette année, c'est la projection de films en plein air, mais du coup, dans la salle communale. Pourquoi est-ce que vous avez voulu vous tourner vers le cinéma cette année? Eh bien, le cinéma, c'est un enrichissement parce que ça ouvre... D'abord, les thématiques, c'est donc des films autour de la musique classique. Hein. Oui. Il y a un documentaire sur Martha Argerich que les gens ont déjà pu entendre 2 fois à Tané. Oui, elle était là l'an dernier, notamment. Voilà. Il y a un thème quand même très actuel, le premier film, qui est celle d'une femme chef d'orchestre qui doit se faire grandir et travailler dans un monde dominé quand même assez masculin. Oui, incarné par Cate Blanchett. Oui, et il y a un Blanchett, dernier film, le violon rouge. Oui, qui est l'histoire d'un violon de probablement Stradivarius qui passe de main en main et qui montre comment la musique change aussi. C'est un peu ça. Donc, c'est pour tous les publics. Et en plus, alors, parce que le cinéma, on peut le faire, donc on a donc 12 événements, 7 concerts, dont 6 payants, les masterclass libres.
Et le film gratuit aussi, ça fait par exemple un samedi ouvert à tout le monde, vraiment pour les familles. Le matin, une masterclass pour vraiment les mélomanes. Le concert des familles préparé avec des jeunes musiciens adolescents guidés par des professionnels du théâtre. Et le soir de cinéma, oui, qu'est-ce que Alors, vous l'avez dit, là, vous avez étalé tout le programme. Du coup, c'est très varié. Vous avez oublié le baryton également, qui sera sur scène pour présenter du lyrisme. Eh bien, justement, vous, quel concert vous attendez le plus des musicals de Tané cette année? En tant que programmateur, j'avoue que chacun me tient tout autant à cœur. Sur un plan personnel, je suis assez curieux d'entendre le concert du Quatuor Léon Corot, parce que je les trouve fabuleux et je ne les ai pas entendus en live, en fait. Alors, Léon Corot, c'est une formation de musiciens berlinois, hein, c'est ça? Voilà, voilà. Donc c'est un quatuor à cordes qui est un peu la quintessence de la musique. Alors voilà, c'est un choix aussi de professionnel, parce que pour nous, musiciens, le quatuor à cordes, c'est un peu la pureté absolue, la forme idéale. Donc voilà, mais honnêtement, je suis aussi très attiré par le concert de Stéphane Degout avec quelques-uns de ses disciples à la chapelle Reine-Élisabeth. D'autant plus qu'à Tané, il n'y a pas une grande tradition de répertoire de mélodies et de leads. Donc ça va être à mon avis, ça va être très intéressant. Et pour vous, si vous deviez aller voir un seul concert que vous avez programmé cette année, ce serait lequel? Ah bah alors, un seul, je verrais plusieurs. Mais alors, ce qui n'a pas été mentionné peut-être, c'est comme les Lausanne soloistes, hein, qui réunissent un peu la crème de la jeunesse formée dans nos hautes écoles à Lausanne, et puis qui vont faire un magnifique concert, Tchaïkovski et Piazzolla. Donc, on passe d'un monde à l'autre, ça va être certainement très riche et très beau. Oui. Et puis le difficile de choisir quand on est passionné, hein, cher monsieur Sig. Je comprends. Moi non plus, j'arriverai pas à choisir parmi tout ce riche programme. En tout cas, merci de nous avoir parlé avec autant de ferveur et autant de passion. Merci à vous, chers invités, d'avoir été avec nous. Une prochaine édition, on l'a dit donc, pour le triathlon de Nyon. Merci Yannick Grivel. Merci. Et vous, à la maison, un plaisir de vous avoir retrouvé également. La semaine prochaine, on sera là. Et demain, la suite au rendez-vous. FC Politique est de retour avec aux commandes Florian Cavalieri qui reçoit Alexandre Démétriades. Très belle suite de programme. Ciao, ciao.